Ivanka Yordanova, architecte diplômée, titulaire d'une maîtrise et d'un doctorat sur le numérique pour la conception architecturale de l'Université de Montréal. Après 7 ans dans l'industrie comme directrice innovation dans une compagnie de construction, aujourd'hui, elle est professeure à l'ETS. Ses recherches visent entre autres les technologies numériques, des stratégies innovantes telles que l'industrialisation de la construction, peuvent rendre notre environnement bâti plus durable, harmonieux et empathique. Donc, Ivanka, à toi la parole. Bonjour tout le monde et merci beaucoup d'être venu en cet après-midi chez nous à l'ETS. J'espère que le soleil va vous dire bonjour par les fenêtres de temps en temps. Vous avez vu le café, l'eau, vous pouvez vous rafraîchir. Donc, moi, ça a l'air que je mets mon chapeau de scientifique dans cette conférence qui est en fait orientée très pratico-pratique. Donc, je vous prie de m'excuser si des fois je vais un peu trop dans la théorie. Mais dans tous les cas, le titre, c'est Rénovation, circularité et support numérique. Donc, je vais vous parler pas mal de ce qui est mon, disons, domaine principal de recherche autour de numérique dans la construction. Donc, les points principaux, on va revenir un peu sur la circularité dans le contexte de l'environnement bâti. Et après, en fait, je vais passer un peu sur qu'est-ce qui pourrait être spécifique par rapport à chaque étape de cycle de vie d'un projet de rénovation et comment ces étapes pourraient être supportées par des technologies numériques. Et ici, en introduction, vous voyez des photos de l'édifice Gaston Miron, qui est en fait la bibliothèque sur Sherbrooke, qui a été rénovée récemment. C'est une belle réussite de rénovation et transformation d'un bâtiment. Donc, la circularité dans le contexte de l'environnement bâti, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de passer de cette économie linéaire qui, en fait, ne fait que sortir des ressources de la terre et de l'air, etc., et nous donner un parcours linéaire vers un gaspillage, un enfouissement, etc. Mais en fait, on essaye de repenser les modes de consommation, de réduire les ressources qui sont sorties, les nouvelles ressources qui sont mises dans l'économie et de réutiliser de plus en plus ce qui est déjà en circulation. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'on voit le lien entre l'économie circulaire et la contribution de la rénovation de notre environnement bâti, de chaque bâtiment, de chaque infrastructure vers cette économie circulaire. Quelques chiffres, cette fois de chez nous. Récemment, il y a la feuille de route gouvernementale en économie circulaire qui a été publiée vraiment très récemment. Et on voit que l'indice de la circularité au Québec, calculé par Recyc Québec, est 3,5%. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est en fait les matériaux en circulation qui sont issus de recyclage. Donc, on a juste 3,5% de matériaux qu'on utilise, de ressources qu'on utilise, qui sont en fait réutilisés après un recyclage ou réutilisation. Au niveau canadien, ce pourcentage est 6 et au niveau Pays-Bas, c'est 24,5%. Donc, on a énormément de chemin à faire pour atterrir dans ce pays de l'Europe. Maintenant, on a des ambitions. Alors, pour le Québec, c'est 9,8% d'ici 2030. Alors, il faut qu'on se mette au travail très rapidement parce qu'il y a juste 5 ans d'ici là. Et en fait, cette augmentation de 6%, ça veut dire que, en fait, on doit réduire de 50% les ressources qui sont sorties, les nouvelles ressources qui sont sorties de la terre. Donc, c'est énorme, mais je ne suis pas spécialiste dans ce domaine-là, donc c'est juste des statistiques que j'ai trouvées dans deux rapports, un au niveau canadien et un au niveau québécois. Donc, dans cette feuille de route d'économie circulaire, il y a 5 domaines, 5 secteurs qui sont en fait
identifiés comme prioritaires parce que c'est des secteurs qui ont le potentiel de contribuer de beaucoup vers la circularité de notre économie. Et c'est des secteurs qui utilisent beaucoup de ressources, dont bien sûr notre chère construction. Euh, Qu'est-ce qu'on dit en fait? Qu'il y a beaucoup de freins à comment dire, ce changement de modèle d'affaires vers plus de réutilisation, rénovation, etc. Parce que, en fait, il y a beaucoup de révalorisation qui doit être faite des matériaux qui sont déjà utilisés une fois. Alors, vous pouvez vous adresser à ces rapports pour voir les détails. Au niveau de la théorie de la circularité, on connaît les 10 R, alors, qui commencent par des façons à penser nos activités de façon très circulaire, donc refuser, bâtir, repenser comment on construit, réduire, réutiliser, réparer, en allant vers des stratégies qui sont plus linéaires, disons, donc juste recycler et récupérer. Et en fait, la rénovation de parc immobilier, ça se retrouve à être dans cette zone en haut qui est une zone avec des stratégies très fortes de circularité. Alors, on parle de rénovation, de rétrofit, refurbishment, etc. Et en fait, on se rend compte, mais j'aimerais bien entendre les spécialistes qu'il y en a parmi vous, en fait, dans le domaine. Mais selon la littérature et ses rapports, il n'y a pas une terminologie qui est bien établie. Donc, ça a l'air que le rétrofit, c'est quelque chose de plus spécifique que rénovation. Donc, c'est fournir à quelque chose un composant ou une fonctionnalité qui n'a pas été installée lors de la fabrication ou ajouter quelque chose qui n'avait pas été là lors de la construction initiale d'un bâtiment. Donc, vous voyez, il y a certaines spécificités, ce n'est pas juste rénovation. Et adaptabilité, c'est un autre terme assez spécifique. Et là, on parle plutôt d'une conception d'un bâtiment qui va être adaptable dans le temps. Donc, au début, on va penser à la facilité de changement, que ce soit d'usage, de technologie, etc., etc. Donc, je vous ai promis de passer sur le processus de rénovation d'un bâtiment et de voir comment les outils numériques pourraient supporter ce processus-là ou chaque étape du processus. Mais ça a l'air qu'avec l'intelligence artificielle, avec des agents super intelligents qu'on est en train de développer aujourd'hui, on pourrait, je ne sais pas, dans une dizaine d'années, juste demander à cet agent de Generative AI, please convert my existing office plan to a residential plan, including 2 bedrooms and 1 bathroom. Et tout d'un coup, par baguette magique, notre bureau va devenir logement. Alors, on n'est pas encore là. Donc, c'est pour ça que je suis allée voir quelques graphiques qui nous démontrent en fait chaque étape de cycle de vie d'une construction. Donc, on commence par le design à gauche. Quelle stratégie on pourrait appliquer et avoir en vue pour que on puisse plus facilement réutiliser et prolonger la vie de ce qui est déjà existant dans notre parc immobilier. Donc, vous voyez, dès le début, on doit penser au design for disassembly, au design for future versatility ou encore, comme on l'appelle, design pour l'adaptabilité. Après, pendant la construction, il y a des stratégies comme la préfabrication, le modulaire qui peuvent être utiles au niveau de l'opération et la rénovation. Encore une fois, peut-être louer certaines parties de notre bâtiment pour pouvoir les retourner quand on a fini à les utiliser, etc. Puis à la fin, bien sûr, déconstruction et révalorisation des matériaux, éléments et composants. Plusieurs ressources qui supportent ce type de stratégie. Et si ça vous intéresse, quelles normes et standards il y en a? Il y en a plein.
Mais en fait, dans le code de bâtiment, il n'y a pas encore une section qui est bien concise, bien claire et qui parle de rénovation de façon très exhaustive et systématique. Alors, processus de rénovation, comme dans chaque projet, on va avoir le pre-design. Donc, on se prépare pour la conception. Après la partie conception, après construction, opération et démolition, rénovation ou conversion. Et donc, je vais passer au travers de ces étapes. Puis, dans ce tableau qui est issu du même article de Nielsen de 2016, on nous démontre le potentiel d'utilisation de méthodes formelles numériques d'aide à la décision par phase de projet. Donc, ce sont des méthodes numériques. Et vous pouvez voir que dans chaque phase, il y a différents objectifs qu'on va se donner. Et en fait, ici, on s'arrête juste à la conception définitive. On ne couvre pas la construction et l'opération. Donc, suivant ces phases, on va en fait commencer notre projet de rénovation en se demandant c'est quoi les critères d'évaluation de mon bâtiment existant et comment je vais prioriser ces critères-là. Il y a plusieurs articles qui sont écrits juste par rapport à cette phase-là. Donc, qu'est-ce qui est important? Pour que je décide un bâtiment, est-ce que je dois le rénover? Est-ce qu'il est capable de supporter un nouvel usage ou de prolonger sa vie ou non? Et donc, ça, c'est un des développements qui est proposé. Renault évalue. Et c'est un tableau partiel que je démontre ici parce qu'il y en a beaucoup plus de catégories, des paramètres, des facteurs et des conditions, en fait, qui vont être évaluées. Et en se posant la question, est-ce que ces conditions sont disponibles, sont présentes ou non, qu'on va décider à un moment donné, OK, on continue avec la rénovation de ce bâtiment ou non, il est bon à rien ou on doit le convertir, etc. Là, on est rendu à la prochaine étape. Donc, on va faire un diagnostic de notre bâtiment. Et ça, on va le faire par faire un relevé et caractérisation de l'existant au niveau physique, je dirais. Donc, plusieurs technologies qu'on pourrait utiliser ici, balayage au laser, photogrammétrie, des photos avec reconnaissance de certaines caractéristiques par l'intelligence artificielle, des photos ou des données de GPS GPS, pas de GPS, GIC, ça doit être Geographical Information Systems, excusez-moi. Parce que des fois, on va connaître dans certaines parties de la ville, par exemple, quelles techniques de construction ont été utilisées à l'époque quand ils étaient construits, etc. Donc ici, vous voyez un processus qui commence par ces relevés physiques de l'existant, puis on combine avec le modèle BIM de bâtiment ou on fait un modèle BIM s'il n'y avait pas. Et finalement, on construit ce qu'on appelle HBIM, donc c'est le modèle BIM historique ou donc c'est historical ou heritage BIM et c'est ce modèle qui va nous accompagner plus tard dans notre travail de rénovation. Quelques images qui illustrent ce qui était sur la précédente diapositive. Donc, vous voyez ici, par exemple, les déviations de réel par rapport au théorique sont démontrées avec un code couleur. Caméra thermique, très utile pour déceler des endroits qui doivent être rénovés, retouchés, isolés de plus, etc. Et même, on peut trouver des endroits qui sont avec de la moisissure. C'est assez intéressant d'utiliser ce type d'instrument. Et finalement, une fois on a fait l'inspection physique, on peut se poser quel autre type de contexte peuvent nous inciter à rénover ou adapter ou en fait quel type de conversion on va faire sur le bâtiment qu'on a en question. Et finalement, on a décidé quelle stratégie on va utiliser. On sait l'état physique très spécifique et détaillé de notre bâtiment, de notre parc existant. Et on va commencer la conception. Donc là, on va générer des alternatives, simuler la performance, dépendamment des différentes stratégies, et on va les évaluer, ces alternatives-là. Encore une fois,
plusieurs articles publiés sur cette partie, cette phase de cycle de conception d'une rénovation. Et vous voyez ici ce tableau qui prend en compte la réduction de l'énergie, de l'usage d'énergie, les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi les coûts et les investissements qui sont nécessaires au début du projet, parce que le coût, c'est un coût global habituellement. Donc, ça prend en compte aussi l'opération, la maintenance, etc. Et ils vont comparer les différents types de mesures qui sont évaluées. Donc, ça, c'est les alternatives qui sont évaluées. Et vous voyez les graphiques qui nous présentent les différentes parties ou systèmes de bâtiments avant et après, dépendamment des types de mesures qui ont été prises en compte pour cette évaluation-là. Et comme d'habitude, très souvent, le coût et comment dire, les bienfaits des différentes stratégies vont être contraires ou vont agir dans le sens contraire, dans le sens on doit mettre plus d'argent pour avoir un effet plus bénéfique. Donc, ici, c'est une analyse multicritère de coût versus performance énergétique. Et en fait, on a une zone ici dans laquelle le coût et la performance énergétique sont optimales ou qui sont faisables, qui sont comment dire, c'est la bonne zone de décision. Le BIM, bien sûr, on peut se servir de Building Information Modeling, de ces modèles de différentes dimensions pendant tout le cycle de bâtiment. Et on peut aussi bien évaluer le carbone intrinsèque, mais aussi le carbone opérationnel. Et donc, il y a différents types de software qu'on peut utiliser pour faire les calculs sur la base de ces modèles qui, bien sûr, ont les espaces, la matérialité des éléments, l'orientation, etc. Donc, il y a énormément de information qui est contenue dans ces modèles-là qui peut être extraite et évaluée pour les fins d'évaluer, de comparer des alternatives. Alors, étant donné que ça nous prend tellement d'évaluation et de travail pour rénover un bâtiment, on se demande est-ce qu'il y a moyen de prendre en compte une future adaptabilité dès le début, depuis qu'on est en train de concevoir un bâtiment. Donc ça, on appelle ça la conception en vue d'un bâtiment adaptable ou réversible. Selon un rapport de l'Union européenne, il y a deux types de réversibilité. Spatial reversibility aims to extend the life of the building by facilitating changes in future uses and functions. And technical reversibility aims to dismantle and reuse elements, components and materials. Ou peut-être on va dire en français réemploi par rapport à technical reversibility. Donc, parmi les théories pour l'adaptabilité des bâtiments, il y a celle-là qui a été avancée depuis les années 90 par Brandt. Donc, la théorie des couches différentes des bâtiments, dépendamment de la vie de chacune de ces couches physiques. Donc, si on est capable de dissocier les éléments qui appartiennent à chacune de ces couches, donc ne pas les intégrer et les rendre facilement dissociables ou démontables un par rapport à l'autre, ben, on va être avec plus de facilité à adapter ces bâtiments ou de les convertir pour un autre usage ou simplement à les rénover plus tard dans leur vie utile. Alors, c'est quoi les prérequis? Ou parmi les prérequis d'une adaptabilité future, c'est la numérisation. Donc, avoir un modèle numérique, pas seulement pour simuler l'adaptabilité, mais aussi, par exemple, pour avoir cette information d'adaptabilité pendant l'opération de bâtiment. Donc, ce qu'on appelle digital thread, c'est très important. Et un autre prérequis, c'est l'industrialisation. Parce que ça nous donne la possibilité d'avoir des connexions mécaniques qui sont plus facilement dissociables après
aussi standardisation des interfaces. Donc, on peut remplacer des éléments par d'autres, etc. Un exemple danois, où en fait 90% des composantes de ce petit bâtiment, de cette petite maison, sont prévues à être réutilisables. Et un changement possible dans le modèle d'affaires où en fait on ne va pas construire et démonter et jeter des éléments à la fin de la vie, mais en fait on va juste louer des éléments de notre bâtiment. On va construire, reconfigurer des espaces et quand on n'a plus besoin de ces fonctionnalités-là, ben, c'est quelqu'un d'autre qui va reprendre ces éléments et va construire d'autres espaces. Donc, c'est un changement complet de modèle d'affaires. Et finalement, on est en construction. Et là, j'ai mis quelques images de réaménagement de l'aéroport Trudeau, de mon expérience chez Pomerleau, où d'ailleurs Liu était sur ce chantier-là. Vous allez l'entendre tout à l'heure. Vous voyez que même les utilisateurs pouvaient voir les espaces avec les lunettes de réalité virtuelle parce que c'était très important de pouvoir prendre en compte l'expérience voyageur et de garder les fonctions de l'aéroport pendant le réaménagement. D'autres exemples, toujours de Pomerleau, où le démontage de l'existant et la planification de nouveau, ainsi que le jumelage, en fait, l'agencement entre le nouveau et l'existant sont faits à l'aide de technologies numériques. Un exemple assez intéressant, 2 minutes de plus, Roland, qui nous vient de l'Allemagne. C'est l'équipe de professeur Bock au Technical University de Munich qui ont développé un algorithme et tout un système en fait de rénovation de bâtiments en vue de leur efficacité énergétique par des panneaux préfabriqués. Et pour que ces panneaux préfabriqués puissent être attachés à ces façades qui sont complètement tordues par le temps, etc., ben, en fait, ils ont scanné au laser et ils ont identifié les interfaces. Donc, ce qui est ici entre le vieux et le nouveau panneau, cette partie-là, elle était imprimée en 3D par la fabrication additive. Donc, c'est des éléments uniques qui se trouvent sur toute la façade. Le H-Beam, le Historical Beam qui nous accompagne pendant tout ce processus parce qu'on doit en fait inclure les paramètres par rapport à la rénovation, au changement des matériaux, etc. dans le bâtiment, dans le modèle de bâtiment. Et finalement, pendant l'opération, ben, on doit continuer l'utilisation de ce même H-Beam, mais pas seulement mettre ces paramètres dans le modèle, mais aussi faire des inspections physiques assez souvent pour s'assurer que ce qui est dans le modèle correspond toujours à la réalité. Deux exemples que vous reconnaissez peut-être de Montréal, de superbes reconversions ou rénovations. Et finalement, la déconstruction, l'exemple le plus emblématique peut-être de ces dernières années de Pont Champlain, où énormément de technologie numérique a été utilisée pour la planification, la logistique, la quantification, le suivi et toute la coordination de ce énorme projet. Et finalement, en guise de conclusion, ben, je pense qu'on est en train de réapprendre. Réapprendre dans le sens que depuis l'aube du temps, tout a été toujours réutilisé. Donc, je pense qu'on est en train de réapprendre. Il faut changer de perspective, ne pas regarder toujours le dollar, mais le futur de notre planète et surtout de nos enfants. Et chacun d'entre nous a un rôle à jouer, donc voilà, et à collaborer avec tous les autres. Je vous remercie de votre attention. Et je ne sais pas si on a de temps pour les questions. Peut-être un petit 5 minutes de questions si quelqu'un a. Pour Charlotte aussi, oui. Oui.
Votre avant-dernier image sur l'écran avec les détails de construction d'Allemagne. Parce que j'ai une remarque à faire là. À droite, le détail en bas à droite, Oui. on voit qu'il y a un ancrage là qui est non inspectable. Ça, c'est une erreur capitale, je trouve, qu'on a commis dans le passé et qu'on continue de commettre. Okay. On crée des attaches qui sont cachées. C'est impossible de les voir. Et puis ça corrode, ça se détériore sans qu'on on peut le remarquer. Oui, je comprends. Alors, je n'ai pas mis tous les détails, mais je crois que les panneaux sont comme posables avec une espèce de clic. Ouais, il faut que tu enlèves le panneau pour le voir. Oui, effectivement. Oui. Mais le panneau, il n'est pas démontable. Il est censé faire partie de l'enveloppe maintenant. Normalement, les panneaux, on ne peut pas les enlever sans les détruire. Hein? Oui, je ne crois pas que c'est fait pour être enlevé. C'est- Mais il y a plusieurs articles de Iturralde et d'autres collaborateurs qu'on pourrait aller voir dans le détail, en fait, comment exactement ils ont fait. Ils ont eu plusieurs itérations pour arriver à une technologie qui fonctionne bien, puis ils ont appliqué ça à plusieurs bâtiments, comme vous voyez à gauche. Mais je peux vous envoyer les articles si vous voulez, parce que c'est pas moi qui l'ai fait, donc je connais pas bien les détails. Merci. Merci, Bianca. Pas de questions? Pas de regret?